Bonjour à toi l'ami, je suis content comme d'habitude de te retrouver dans cette nouvelle petite vidéo. Donc ce sera la partie 2 pour la restauration de la l'Audi TT MK1. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Je suis vraiment pressé en fait que tu rattrapes un petit peu le cours des choses pour que je puisse te raconter un petit peu la suite du programme. Comme je t'ai dit, je veux vraiment pas te spoiler, je veux pas te perdre. Je vais pas commencer à sauter du coq à l'âne. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à te dire, c'est que là, dans cette vidéo, tu verras donc la découverte de la panne en question, qui était au final pas grand chose d'ailleurs, je préfère te le dire, donc d'ailleurs tant mieux. Je profite de cet instant en même temps pour te dire une chose, c'est que j'ai enfin trouvé, à l'heure où je te parle, j'ai enfin trouvé donc un carrossier pour me refaire la peinture, parce que j'avais un pote qui pouvait me faire la peinture, mais c'était un petit peu galère son truc, parce qu'en gros, il pouvait me faire ça à son taf, et vu que lui c'est un employé, c'est pas le patron, c'était un peu au black, on va dire. Du coup, c'était un peu une galère et tout niveau organisation pour amener la voiture là-bas, etc. Puis en plus de ça, pour la stocker, tu vois, c'était genre peinture, fallait qu'elle soit faite rapidement, que la préparation soit déjà faite en amont. Bon, les gens qui s'y connaissent un petit peu en peinture vont comprendre de quoi je parle, mais en gros, la peinture en soi, c'est une chose, c'est pas le plus compliqué à faire. Le plus dur, c'est la préparation. La préparation de la carrosserie pour la peinture. Pour être sûr que justement la peinture tienne bien, qu'il y ait un bon ponçage, une bonne préparation, que le moindre défaut ait été fait proprement. Le mieux, c'est toujours de redresser plutôt que de mettre du mastic. Moins il y a de mastic, mieux c'est, parce que plus il y a de mastic, plus ça va boire la peinture, et du coup ça te fera des auréoles, des taches. Après, tu as toujours l'effet aussi peau d'orange. Donc du coup c'est pour ça que j'ai trouvé un bon carrossier. Le gars il bosse vraiment sur des gros gamos, tout ce qui est Ferrari, Porsche, Lambo, des trucs comme ça, tu vois, des grosses caisses. Et donc bon, c'est un peu cher, mais en soi au moins je mets un billet dans la peinture, et enfin dans un bon carrossier, et au moins j'aurai un rendu propre de la voiture. Donc voilà, juste pour t'informer que voilà, le projet de la M3 avance, hein, même si je te pose des vidéos de l'Audi TT, ne t'inquiète pas, le projet de la M3 avance en même temps, à son rythme. Mais voilà, le but ce serait vraiment que d'ici fin d'année 2024, la voiture soit sur ses 4 roues et qu'elle soit roulante, propre et tout. Donc voilà, en soi on est bientôt en 2024, donc ça devrait arriver plutôt vite, surtout que je te parlerai de choses qui sont assez intéressantes sur la M3. En tout cas, je te fais pas perdre plus de temps que ça, je te lance tout de suite la partie 2 de la restauration de l'Audi TT MK1, et je te reprends tout de suite à la fin de cette vidéo pour t'expliquer d'autres petits détails qui ont eu lieu pendant cette vidéo, au cas où il y a des choses qui seraient pas très très claires. Mais en tout cas, j'espère que cette partie 2 va te plaire. Là déjà ce sera plus simple pour pouvoir voir s'il n'y a pas de merde qui pourrait potentiellement tomber dedans. Je pense que je vais balancer aussi du WD au niveau des prises pour éviter qu'elles cassent. Parce que j'ai entendu dire, on m'a dit que sur les Audi comme ça, là, le mec à qui j'ai acheté les pièces pour le pare-choc, l'intérieur et tout, m'a dit qu'il fallait faire attention avec les prises. Elles étaient un petit peu fragiles, il fallait pas trop les malmener. Ok, bon, on y va pour le premier démarrage. Tac tac tac, j'ai rien oublié. Ah si, rebrancher la batterie peut-être, ce serait peut-être mieux. Olivier! Tu vois. J'entends un claquement ici. J'entends un claquement. J'ai l'impression que ça vient de quelque part par là, là. Je me demande même si ça vient pas de cette bobine. Je vais la couper. Je vais réessayer en débranchant la bobine. Pour voir s'il y a du mieux ou pas. Là, il y a une
prise qui est débranchée, je sais absolument pas à quoi ça correspond. Je vais la rebrancher, on verra bien. Oula. C'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi cette merde? Oulala. Dès que j'ai branché, il s'est mis à faire un bruit. On dirait une pompe. Une pompe au niveau de la flotte. C'est bizarre. C'est quoi cette merde? Bon. Enfin bref, on verra ça plus tard. Je vais pas m'éparpiller. Je vais essayer de défaire les prises. Ah, franchement, il y a carrément moyen que ce soit un problème d'allumage, tu vois. Ah, il y a carrément moyen de ouf. Parce que là, tu vois, il y a un truc qui me chagrine, c'est que ici, en gros, t'as le revêtement en plastique au-dessus, et ici, tu l'as pas. Je crois que la prise est cassée carrément. Donc je me demande en fait si le problème viendrait pas tout simplement d'une bobine qui est cramée ou une prise qui fait mal contact ou autre, quoi. Je vais tester. Je vais démonter cette petite partie là, je sais pas trop à quoi elle sert. Parce qu'elle m'empêche de retirer la bobine. Et puis on va voir si c'est ça le problème ou pas. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'ai retiré donc la bobine d'où j'avais l'impression que le bruit provenait. Donc au final j'ai pas fait comme j'avais dit, où je voulais commencer vraiment par celle de gauche, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de cliquetis qui provenait de ce cylindre là. Donc vraiment du deuxième cylindre en partant de la gauche. Donc là on va voir, je vais la redémarrer pour voir si du coup le problème est identique ou si c'est aggravé, pour savoir si en gros j'ai perdu un cylindre ou si c'est bien le cylindre qui est concerné par la panne. Ok. Ok. J'ai l'impression que le problème est toujours le même, que ça n'a pas aggravé. J'ai pas l'impression que le problème se soit aggravé, donc je vais essayer de remettre la bobine à la rigueur. Je vais remettre la bobine et je vais échanger avec une autre, parce que là on sait jamais, peut-être que c'est moi qui me fais des films. J'ai potentiellement trouvé le cylindre qui a un problème, mais je vais quand même tester et démonter celle d'à côté et remettre celle-ci. On va voir si vraiment ça s'aggrave ou pas. Et donc là tu vois, j'ai interverti la deuxième en fait, j'ai plutôt remis la deuxième et j'ai retiré la troisième. Je me suis aperçu que les prises c'était pire que ce que c'était, dans le sens où je pensais qu'elles étaient juste cassées, mais en fait elles sont vraiment disloquées à l'intérieur. Il n'y a même plus les piges pour maintenir, il n'y a même plus le contour en plastique pour maintenir les broches en fait qui viennent sur la bobine d'allumage. Du coup, si ça se trouve en fait c'est juste le faisceau vraiment qui chie au niveau des bobines. Dans tous les cas, je pense qu'avant de mettre des bobines neuves, ce que je ferai, c'est que je changerai la partie du faisceau là où il y a les prises. Je pense que ça doit se trouver. Et au moins je repartirai sur une bonne base. Parce que ça, c'est un coup en fait à cramer une autre bobine. Si jamais il y a un faux contact, il y a une résistance qui se crée, c'est un coup à cramer la bobine qui sera neuve. Et dans tous les cas, pour de la revente, ça c'est le genre de truc que je déteste. Donc je vais vraiment refaire le truc propre. Surtout au niveau de la mécanique. Après bon, en espérant que ça se trouve facilement le faisceau. Mais bon, là je vais la redémarrer, on va voir s'il y a du pire, il y a du mieux, je sais pas. On va voir, c'est peut-être le bon cylindre, celui que j'avais retiré juste avant. Mais je veux vraiment en avoir le cœur net. Putain, elle tourne exactement pareil. Elle tourne exactement pareil. Putain. Elle tourne exactement pareil. Non, c'est super étrange. Je vais peut-être essayer de remettre la bobine, on verra bien. On verra bien. Je comprends pas. Franchement, je suis perdu parce que normalement ça aurait dû empirer. Sauf que le résultat est exactement le même. J'ai toujours un cylindre en moins. Peut-être que le fait de l'avoir retiré et remise, vu que c'est une panne intermittente, quand j'étais venu voir la voiture la première fois, je l'avais démarré, il y avait un cylindre en moins. Ensuite, quand je suis allé avec Quentin pour la récupérer et que je l'ai mis sur le plateau, j'avais mes 4 cylindres qui tournaient parfaitement. Donc je l'ai monté sur le plateau sans souci, et quand je l'ai redescendu du plateau pour la rentrer chez moi,
j'ai reperdu un cylindre. Donc c'est vraiment une panne intermittente. Des fois elle va tourner sur ses 4, des fois sur 3. Donc c'est vraiment étrange. Je pense que je vais remettre la bobine. Comme ça je vais voir si elle tourne correctement, si elles tourneront ou pas. Et au moins je serai fixé. Moi, en soi ça va pas être très long. Mis à part pour cette prise de merde là qui est cassée. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas ouf. Je déteste bosser comme ça là, en mode schlag. Maintenant on est habitué entre la M3 et l'Audi. Maintenant, putain, la partie basse qui vient de casser, c'est super. Cette merde, c'est super. Ça. C'est calme. Après c'est vraiment défoncé quoi, c'est un truc de fou. Bonne action croissant. Ok. On va essayer hein. Je vais mettre les vis quand même pour être sûr que ce soit bien plaqué dans le fond du puits. C'est pas celle-ci. Peut-être que là je vais avoir mes 4 cylindres. Peut-être pas. Si jamais j'ai mes 4 cylindres, ça veut dire que c'est vraiment les bobines qui chient. Et ça, ce serait le top du top du top du top. Comme ça, j'aurai juste les bobines à prévoir. Et il n'y aura pas d'autres soucis à faire. Faire de la recherche de panne à droite à gauche. Ça serait vraiment cool. Je sais même pas pourquoi je me fais chier, j'ai une visseuse. Je la redémarre en espérant qu'elle tourne sur ces 4 cylindres. Là elle tourne nickel. C'est bien une putain de bobine. C'est bien une putain de bobine. Ah c'est le top. C'est le top du top. C'est une bobine. Ouais c'est une bobine. C'est une bobine qui chie. Après il y a peut-être un autre souci hein, mais vu que j'ai démonté tout le système de sural, tu sais tout le système de suralimentation et tout pour pouvoir avoir accès aux bobines, je pense que c'est peut-être ça qui joue et qui fait que ça siffle etc. Tu vois, t'entends le turbo. Plus rond, ouais, plus propre. Et là, il n'y a pas de saccade. Quand je monte dans les tours, et avant elle saccadait, tu sais, elle avait du mal. Et là, vraiment, c'est plus linéaire. Donc pour moi, c'est les bobines. Mais vu que le faisceau électrique, là où tu viens brancher tes bobines, il est complètement disloqué, il est cassé. Faut que je vois pour pouvoir acheter soit les prises, ou alors une partie du faisceau électrique. Faut que je vois. Faut que je démonte un peu plus pour voir comment c'est foutu. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le moteur, il a rien. Donc il n'y a pas de problème de soupape ou un trou dans le piston, genre de truc que je redoutais quoi. Donc bon bah voilà, c'est le top. Là je suis refait. Alors là je suis vraiment refait. Donc ça c'est vraiment la technique du pauvre, hein. Comme je le disais, c'est une technique qui sert à savoir si quel cylindre est concerné. Et en fait en supprimant comme ça les cylindres les uns après les autres, tu sais si ça aggrave le problème ou si le problème est toujours identique. Et après le mieux c'est pour savoir si c'est une bobine ou pas, le mieux c'est d'intervertir en gros 2 bobines pour savoir si le cylindre qui était concerné ou en gros ça tournait toujours pareil, si en gros ça tourne mieux, enfin si ça tourne toujours comme avant ou si du coup ça amplifie le truc. Donc là ça voudrait dire que le problème vient d'autre part, c'est soit un problème de bougie, donc au moins grave c'est un problème de bougie, au plus grave ça peut être un trou dans le piston, un problème de soupape, enfin ça peut être un linguet qui est cassé. Donc là c'est un peu plus chiant. Là c'est un peu plus chiant. Si jamais tu vois que même en changeant ta bobine, ta bougie et tout, que le problème est toujours là, là par contre ça pue. Donc voilà, là déjà c'est le top du top. Je suis refait. Franchement je suis refait. Je vais continuer je pense le démontage pour me faire de l'accès, voir un petit peu pour le faisceau électrique des bobines pour savoir ce qui va ou ce qui va pas. Mais déjà le cliquetis que j'entendais du coup c'est bien ça, c'était bien un problème de bobine. Et pour moi celle qui chie du coup c'est cette bobine là, c'est celle-là qui merde. Donc qui me fait des pannes intermittentes. Là franchement je suis refait. Là ça a refait ma journée. Donc là j'ai ma meuf qui s'est occupée des 2 dossiers arrière pour la banquette. Elle a mis
donc elle les a nettoyés propres. Et ensuite elle a mis donc le produit pour raviver le cuir et le nourrir. Donc là le cuir, on voit vraiment la différence en fait entre les deux. Je lui ai demandé d'en faire un et de laisser l'autre tel quel pour qu'on voit vraiment la diff. Et là on voit vraiment que celui-ci il est brillant, il a repris sa couleur et un peu de souplesse comparé à avant. Et celui-ci on voit vraiment qu'il est terne et il est pas beau quoi. Alors que celui-ci est vraiment top du top. Le produit il fonctionne super bien. C'est celui que j'avais pris donc pour la M3. Donc c'est Delara, c'est un produit que tu peux trouver sur Amazon. Franchement ça fait large le taf pour le prix, je crois que j'ai payé ça une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Et pour le coup c'est vraiment pas volé, le cuir il reprend vraiment une couleur et une souplesse, c'est incroyable. Surtout que ça fait vraiment la valeur aussi de la voiture, vu que c'est la maladie d'avoir le cuir qui est craqué, comme je disais ici, là, sur la partie haute, avec la réverbération de la lunette. Donc là au moins ça va le nourrir. Donc je pense qu'on va faire 2 ou 3 passes minimum pour être sûr de vraiment bien nourrir le cuir à cœur et être sûr que voilà, il reste hydraté pendant un petit moment. Elle a fait aussi l'assise, tu vois pareil, l'assise elle a repris de la couleur. Le problème c'est qu'elle était un peu déformée vu que l'ancien proprio il avait un fils, et du coup je pense que c'est peut-être le siège bébé ou je sais pas, mais ça a fait des marques ici, c'est dégueulasse. J'espère qu'avec le produit ça va vraiment assouplir le cuir et lui faire reprendre sa forme. On verra par la suite. En tout cas pour l'instant il n'y a qu'une seule passe qui a été faite et ça se sent parce qu'il y a des endroits où en gros le cuir a bu vraiment le produit, donc ça fait comme des taches. Il faudra vraiment faire au moins je pense minimum 3 passes. Ok, donc là je me suis fait un peu de place, j'ai retiré la batterie, la boîte à air, juste pour pouvoir avoir un petit peu d'accès. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai une fuite de liquide de refroidissement du côté boîte. Donc au début je pensais que c'était côté distri, mais en fait non, c'était le trop plein du vase d'expansion qui avait dégueulé. Et en fait ça vient vraiment du côté boîte, et j'ai l'impression que ça vient en fait du boîtier d'eau qui se trouve ici. Donc faudra que je me penche dessus. J'ai ça réglé, je me suis aperçu que j'avais pas tiré d'huile. Donc ça c'est un truc qui me fait vraiment chier. J'espère que la tirette n'est pas cassée dedans. Enfin ça me fait chier de ouf, j'avais pas remarqué. Normalement ici t'as la tirette qui arrive et enfin, voilà quoi, pour faire ton niveau, et là elle est pétée mais vraiment tout au fond. Et le mec a dû mettre un bouchon, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est obturé, donc il n'y a pas de fuite d'huile, ça déjà heureusement. J'ai le cache culbuteur donc qui fuit, donc pareil. J'ai vérifié la distribution tout à l'heure, j'ai défait le cache et la distri, en fait tu vois vraiment que la courroie est sèche mais un truc de fou. Donc je pense qu'elle était vraiment bonne à faire, la distribution dessus. Donc je vais m'en occuper aussi, je vais commander la distribution. Et pareil, toutes les durées de dépression, laisse tomber la gueule qu'elles ont, elles tiennent avec des tiraps et tout, enfin c'est du nimp. Donc potentiellement mon problème de sifflement et tout pourrait peut-être provenir de là, je sais pas. Après bon, vu que les durées de sural là elles sont pas mises, mais déjà j'avais un petit sifflement avant de démonter, quand la voiture tournait correctement entre guillemets, quand j'ai dû la monter sur le plateau. J'avais un petit sifflement, donc je me demande si c'est pas une petite durée de dépression comme ça qui laissait passer de l'air, et du coup forcément ça provoque un petit sifflement dans le moteur. Et pour l'instant j'ai rien constaté d'autre. J'ai encore vérifié pour être sûr que les longerons n'avaient pas bougé et tout, mais dans tous les cas ils n'ont pas bougé. De toute façon c'est simple, hein, une voiture si jamais elle tape de l'avant, que tu as la traverse qui est pliée, mais qu'en gros le masque, donc toute la partie qui tient les feux et tout, les radiateurs, tout ça, est pas cassé, généralement c'est que tes longerons sont en bon état. C'est assez rare d'avoir en gros la traverse qui est pliée, pas le masque, et d'avoir une voiture qui est marbrée, qui est épave. Donc là pour le coup c'est cool. Dans tous les cas les supports qui sont là ils sont légèrement craquelés, donc ça se voit qu'ils ont pris une petite contrainte, mais vraiment très léger, hein, franchement tu verras, je suis même pas sûr que tu verras à la caméra pour te dire, mais de toute façon je les ai récupérés. Je vais laisser la barre pour l'instant tant que j'aurai pas fini de faire la méca moteur, parce que j'ai peur qu'en retirant la barre que mes genoux viennent taper dans le radiateur de clim. Pour éviter de plier les alvéoles, tout ça, je préfère garder la barre en sécurité, où je remonterai donc les fixations de la traverse et la traverse avant, pour ensuite continuer le remontage avec le pare-choc, les feux, une fois qu'ils seront propres, peints et tout, refait à neuf, parce que là les feux ils sont vraiment dégueulasses aussi. Mais là déjà ça commence à prendre forme. Je vais continuer le démontage demain si j'ai le temps, et pour ce soir je m'arrête là. Bon bah voilà des news de l'Audi TT. Donc là j'ai reçu toutes les pièces pour pouvoir la refaire au propre. Les bobines j'aurais pu en commander qu'une seule, il y en a qu'une qui était morte en vrai. Mais vu que je veux vraiment refaire la voiture propre, c'est vraiment pas mon style de
de vendre un véhicule avec des frais à prévoir et tout, donc je préfère vraiment la revendre nickel et que le propriétaire il puisse en profiter pleinement. Donc je change vraiment les 4 bobines, les bougies pareil parce que je sais pas combien de kilomètres elles ont. Je fais le filtre à habitacle, le filtre à carburant, filtre à huile. Là c'est le kit de distribution. Alors, vu que j'avais dit dans la dernière vidéo comme quoi il était un petit peu marqué par le temps et tout, et que la courroie était sèche, je préférais le changer. Donc, le kit de distri qui est dedans. Ensuite tu as le filtre à air, tu as le joint de cache culbuteur, donc l'huile. Il nous faut normalement 5 litres. Et puis pareil pour le liquide de refroidissement, il faut qu'un bidon, donc c'est vraiment nickel. Je pensais vraiment qu'au niveau du liquide de refroidissement il y aurait plus de contenants, genre 7-8 litres, mais au final non, un bidon de 5 ça suffit. Donc voilà, là il y a toutes les pièces qui sont étalées devant toi. Je vais les remonter au fur et à mesure. Là je vais essayer de m'avancer le plus possible sur la voiture, tout en sachant que là, à l'heure où je te parle actuellement, j'ai commandé les prises donc, qui étaient cassées. J'ai regardé chez Audi, très honnêtement j'ai pas voulu acheter parce qu'en fait c'est extrêmement cher, surtout qu'ils vendent pas que la prise en fait en plastique, ils vendent vraiment toute une partie en gros du faisceau électrique de la voiture. Donc il y en a pour 285 €, 287 €, je sais plus exactement. Mais c'est dans ces eaux là. Honnêtement j'ai pas envie de mettre autant pour une histoire de prise cassée. Donc si j'y pense, je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour les prises que j'ai achetées sur AliExpress. Ils ont l'air d'être de bonne qualité à ce que les gens disent, j'ai regardé les commentaires et tout. Moi je vais pas trop m'avancer là-dessus, tant que je les ai pas reçus, voilà, je dis pas, je vais pas en parler. Mais bon, j'ai commandé là-dessus, si jamais ça fait le taf, tant mieux. Si ça fait pas le taf, par contre là je devrais changer de tactique et par contre partir sur la partie du faisceau électrique qui est HS. Donc aller directement donc, chez Audi. Là pour le coup l'histoire m'a coûté 7 €, donc en soi c'est pas non plus, je sais pas, 7 € près. Donc voilà, soit ça marche et tant mieux, ça me fait économiser plus de 200 balles, enfin 280 et quelques. Soit ça marche pas et puis bah du coup là je serais obligé de lâcher par contre les sous pour refaire le faisceau électrique. Et les clés à refaire de l'Audi, les clés sont complètement broyées, je sais plus, je crois que je les avais posées quelque part là pour justement aller les remplacer. Mais en gros tu vois j'ai plus la tige pour l'enfoncer dans la serrure. Elle s'est complètement désolidarisée de la clé. Je vais partir pour faire le double, mais là tu vois c'est une clé standard quoi, et du coup j'ai pas la centralisation, et là c'est la partie en fait de la clé qui s'est arrachée de la clé d'origine. Donc j'en ai racheté une pareil sur AliExpress. Donc je suis vraiment pas déçu, la qualité est ouf, franchement même la qualité du plastique elle est vraiment ouf, j'ai l'impression limite qu'elle est mieux que celle d'origine. Et il y a même le logo Audi et tout, c'est juste moi qui l'ai pas collé vu qu'on va potentiellement devoir l'ouvrir pour pouvoir avoir l'empreinte. Et faire refaçonner la clé là chez mon cordonnier qui est par chez moi, qui bosse vachement bien et qui lui refait le double et tout des clés de maison, voiture et tout. Donc je vais lui passer la clé. Je sais pas s'il aura besoin donc de sortir l'axe donc qui, comme tu vois il n'y a pas de marque, il n'y a aucune cannelure, c'est vraiment à lui de la refaire nickel. Comme ça au moins j'aurai une clé vraiment avec une centralisation, une vraie clé, et puis je donnerai tout le restant de clés au nouveau propriétaire quand je la vendrai. Mais au moins voilà, ça fait une voiture propre. Je me suis pris un petit porte-clés Audi TT que j'ai chopé sur AliExpress. Bon, ça fait toujours voilà, ça fait toujours un petit truc en plus. Au moins il y a un porte-clés sur la clé et au moment de la vente. Et puis voilà, donc là je vais passer à l'étape du remontage des pièces neuves sur l'Audi. Là j'ai également donc le Calorsta, je sais pas si j'en ai parlé, mais du coup le Calorsta, je pense que j'ai une fuite au niveau du boîtier d'eau qui se trouve là au niveau du Calorsta. Faut juste que je vois du coup si c'est un joint qui est mort, si c'est le boîtier en lui-même en plastique qui est HS, parce que ça arrive aussi sur les Audi souvent. Et le boîtier d'eau généralement il est en plastique et il se déforme avec le temps et tout, il se bouffe et en fait t'es obligé de le remplacer. Donc ça c'est un problème que j'ai déjà vu sur l'Audi A3 de ma meuf, donc je connais un petit peu. Là ça se trouve c'est peut-être le même problème, donc va falloir que je check ça de plus près. Qui dit budget plus élevé dans cette voiture là à injecter, dit du coup forcément un impact sur mon budget final du projet de la M3. Donc faut vraiment que je minimise les frais sans pour autant
trop lésiner sur la qualité et la quantité des pièces. Mais je vais pas non plus aller faire des frais supplémentaires comme si je voulais la garder pour qu'elle soit vraiment dans un état proche du neuf. Non, je vais pas faire ça non plus. Je suis pas teubé. J'en perds pas, n'empêche l'objectif principal de ce projet de l'Audi TT qui est de aboutir à une grosse rentabilité sur la voiture pour pouvoir en fait réinjecter cet argent donc dans la M3. Donc depuis le départ, l'objectif je l'ai pas perdu, ça faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc c'est juste moi justement maintenant qui dois essayer de me canaliser et me dire que c'est pas ma voiture, que ça va pas être ma voiture par la suite, que c'est pour de la revente et qu'il faut pas que je fasse ça non plus comme si c'était pour la M3 quoi. Donc je vais essayer de me canaliser un peu sur l'achat des pièces et tout, mais dans tous les cas voilà, je vais quand même refaire, comme je t'ai dit, hein, les jantes elles vont être refaites, toutes les petites rayures comme ça que tu vois comme ça sur la carrosserie et tout, je vais faire au mieux vraiment pour tout tout lustrer, tout faire propre, pour vraiment avoir une voiture dans un état nickel et qui vaille le coup d'être acheté. Mais je vais changer de tactique parce que vu que je dois démonter le cache culbuteur ici et que du coup je vais être amené à intervenir au niveau du haut moteur, je pense qu'il y a toujours un risque que tu fasses tomber, tu sais, des poussières, des conneries, tu sais, de la saleté dans le moteur. Donc je pense que je vais changer déjà les pièces sur la partie haut moteur. Et une fois que ce sera fait, je ferai tourner le moteur pour faire chauffer l'huile. Et du coup ça dégagera un petit peu toutes les particules que j'ai potentiellement fait tomber dans le moteur au moment du démontage. Et ça les balancera dans le filtre à huile ou dans l'huile. Et au moins comme ça, quand je fais la vidange, j'aurai vraiment une huile propre après à remettre dedans. Plutôt que de faire la vidange, potentiellement souiller l'huile et ensuite remonter comme ça, je suis pas spécialement fan, donc je vais plutôt partir dans l'optique de d'abord m'occuper du haut moteur. Donc là il va falloir que je ressorte les bobines d'allumage, tous les écrous, du coup les caches là qui tiennent le cache culbuteur, défaire les durites, donc du coup ça c'est à mon avis de reniflard d'huile. D'ailleurs j'ai vu qu'ici là il y avait un bout de scotch, je sais pas, c'est un peu chelou là le bout qu'il y a, donc je pense qu'à mon avis la durite en dessous doit être percée. Donc il faudra voir potentiellement pour la remplacer si c'est quelque chose de plus grave que ça. Et puis j'ai aussi ce souci de tirer d'huile là, ça me fait vraiment chier ça, parce que pour avoir accès à ça c'est vraiment une galère. Et puis voilà, donc je vais commencer à démonter tout ça. Donc je suis déjà passé en dessous, je t'ai épargné la première visu ensemble pour éviter d'infliger à tes oreilles toutes les grossièretés qui pourraient me passer par la tête en découvrant que il y a plus de maintenance à faire que prévu. Donc du coup là concrètement en passant en dessous, je me suis déjà aperçu de certains trucs que j'avais pas spécialement prévu. Alors je vais te montrer. Donc déjà la fuite d'huile, bon bah voilà, ça fallait s'y attendre avec l'histoire du cache culbu qui fuit pas mal. Après la chose que j'ai remarqué, c'est que du coup c'est bien une fuite de liquide de refroidissement, elle doit bien se trouver du côté droit du moteur quand tu es face à la voiture, parce que là tu vois toutes les taches que tu as sur le démarreur et toutes les pattes de fixation et tout ça là en fait c'est du liquide de refroidissement qui a coulé en fait et qui a du coup marqué. Donc la fuite doit bien se trouver ici. Là-bas pareil, j'ai une durite qui est super grasse à la mort, donc c'est la durite qui revient au niveau du turbo, donc enfin qui va au niveau de l'échangeur, donc elle est vachement grasse. Je sais pas si on va arriver à voir avec la GoPro, mais du coup je pense que ça pareil va falloir que je m'occupe de ça. Après je me suis rendu compte de quoi d'autre. Ah oui, j'ai la courroie d'accessoires donc qui est complètement fatiguée. Je pense que tu dois voir les stries qu'il y a dedans. Donc pareil, à mon avis la courroie d'accessoires a été changée en même temps que la distrie, donc elle a fait son temps. Je vais la remplacer aussi, c'est vrai que j'avais pas pensé, j'aurais dû l'acheter, j'ai été con concrètement. Mais donc là pareil, t'as des traces d'huile un peu partout sur le côté du moteur là, enfin il y en a vraiment, ça va être très chiant à nettoyer. Donc le carter d'huile n'a pas l'air de fuir, pour moi ça vient vraiment de au-dessus, donc vraiment au niveau du cache culbuteur. Mais ouais, au niveau du nettoyage ça va être assez chiant, mais bon, dans tous les cas je peux pas trop éviter. Après je crois que c'est les seuls trucs que j'ai remarqué. J'ai rien vu d'autre de particulier, la voiture a jamais tapé, ça se voit, enfin mis à part du coup forcément la traverse que je disais qui est pliée dans l'angle. Mais sinon là comme tu peux le constater, enfin l'échangeur il est pas cassé, les triangles ils sont pas marqués, toute la partie train avant
est saine, on va dire, mis à part le fait qu'elle soit sale. Ça m'a l'air plutôt propre tout ça. Les amortisseurs ne fuient pas. Les biellettes, les rotules n'ont pas l'air d'être déchirés ou autre, ou de fuir. Donc bon, c'est pas trop mal. Là, il me manque les caches. J'avais remarqué aussi, il manque les caches au niveau des étriers. Donc les caches pour défaire les écrous. Ces caches-là, vaut mieux les avoir parce que sinon, en fait, avec la flotte et la saleté qui rentre au niveau de l'empreinte, c'est un coup à foirer l'écrou au moment du démontage ou même que la vis corrode. Donc vaut mieux quand même avoir les caches. Les disques sont un petit peu marqués. Il y a... ils sont un petit peu marqués. En vrai, ils auraient demandé à être changés au prochain remplacement des plaquettes. Mais bon, je vais pas me lancer dans les frais comme ça peut largement rouler, enfin il n'y a aucun souci au niveau du freinage, ce sera toujours aussi bien. Mais à la prochaine révision, je pense qu'il faudra les remplacer. Après, sinon voilà, il n'y a rien d'autre à déclarer. Forcément, la Wedge 99, bon voilà, elle est saine pour son âge, on va dire. Mais enfin, sinon pas de grosses mauvaises surprises. Déjà, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas d'autres choses à déclarer. Mis à part les défauts que je viens de t'épeler. C'est déjà une très bonne chose. Ok, donc là j'ai sorti le cache culbuteur. Le moteur est un peu dégueulasse, mais en soi ça va. C'est pas non plus aussi pourri que quand je suis allé chercher la M3. Après, du coup, je me suis aperçu d'un truc, c'est que en gros, au niveau du boîtier d'eau, là où justement j'en parlais tout à l'heure, il y a des rayures de fou malade. Je me demande du coup si c'est pas l'ancien propriétaire ou celui d'avant qui a essayé de réparer le plan de joint ou je sais pas trop quoi en frottant la culasse. Donc mauvais bail. Je vais regarder un petit peu, dans tout cas je vais démonter ça pour voir un petit peu ce qui se cache en dessous. Mais en espérant que ce soit pas le fait que la culasse soit pas plane que ça fuit. Parce que sinon c'est vraiment la merde. Ok, donc là, pour te faire comprendre un peu le truc, le souci que j'avais c'est que le plan de joint au niveau de la culasse avait été poncé, mais poncé, il y avait des vraies rayures, donc malheureusement j'ai pas approché la caméra, j'aurais dû mais, pour te montrer, mais il y avait des vraies rayures sur la culasse. Du coup ça m'a fait un peu flipper, je me suis dit putain si jamais ça a été poncé un peu de biais à l'arrache et toujours au même endroit, du coup ça t'a creusé un petit peu la culasse et ça a pu causer du coup justement cette fuite. Du coup j'étais un peu en panique par rapport à ça. Donc ce que j'ai fait c'est que par la suite j'ai adouci, j'ai pas filmé mais en gros j'ai adouci en fait avec un papier ponce beaucoup plus fin pour moins voir les rayures. Et après quand j'ai remonté donc le boîtier d'eau, tu verras dans l'autre vidéo dans la partie 3, j'ai dû mettre de la pâte à joint en plus pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite et pour compenser justement s'il y avait une usure quelque part, pour être sûr qu'en gros ça vienne vraiment combler les micro-fuites qu'il pourrait y avoir. Pour l'histoire de la bobine que tu as vu en début de vidéo, alors le souci je t'explique parce que c'est vrai que c'était pas spécialement clair, mais en gros il y avait un faux contact au niveau des bobines, donc c'est à cause des prises, donc les prises faisaient mal contact au niveau des bobines. Et je pense que c'est à cause de ça que en gros tu avais une bobine qui fonctionnait par intermittence. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de refaire le vaisseau électrique moteur. Mais en tout cas la panne n'était pas si grave que ça. Je m'attendais à pire. Parce que comme je t'ai dit, le problème c'est que quand tu démarres une voiture comme ça et que tu vas pour l'acheter, tu peux pas commencer à dire au mec attends là je vais essayer de voir si c'est ça la panne, machin et tout. Puis même pour le gars en question qui la vend, tu vois, si tu dis c'est juste un problème de faux contact au niveau d'une bobine, forcément le gars il va dire attends je vends plus la voiture le même prix, tu vois. Donc c'est un risque que tu prends. C'est soit la voiture a un problème plus grave que prévu et là c'est la merde, ou alors la voiture a une panne qui est pas forcément très grave, mais du coup si tu découvres la panne devant le proprio, forcément il aura peut-être pas envie de te la vendre et il va peut-être augmenter le prix aussi, tu vois. Donc c'est pour ça après d'une personne à une autre, il y a des gens qui sont réglo qui feront pas ça, il y en a d'autres qui sont moins réglo, enfin bref. Donc c'est pour ça que je pouvais pas me permettre non plus de rechercher une panne comme ça, tu vois, chez les gens, ça se fait pas. Donc voilà, c'est un jeu, on va dire, c'est le jeu de la roulette russe, c'est soit tu prends un projet en pensant que c'est un truc pas très grave et tu te retrouves avec un truc qui au final c'est la merde, et là malheureusement voilà t'as pas eu de chance. Ou alors tu te retrouves comme moi dans la situation où voilà c'est juste une histoire de prise qui est pétée, qui fait mal contact avec les bobines et qui fout la merde. Tout en sachant que l'ancien proprio m'avait bien dit qu'en gros lui il avait remplacé les bobines, qu'en gros il avait remis des bobines, après je sais pas s'il en a remis des occasions ou des neuves, ça je vais pas demander, mais il avait remis des bobines pour être sûr que ce soit pas ça le problème, et au final il avait toujours donc la panne en fait. Il m'avait dit c'est pas les bobines, sauf que moi quand je l'entendais tourner je me suis dit c'est sûr c'est un problème d'allumage ou d'injection, tu vois, c'est soit l'un soit l'autre. Au final c'était un problème de bobine, donc bénéf.
Voilà, donc ça fait que déjà pour le problème moteur ça a été résolu. Après il y a énormément de choses qui vont venir sur cette voiture, comme par exemple la restauration du ciel de toit, que j'avais besoin de faire sur la M3, mais que du coup j'ai dû faire déjà sur l'Audi TT, vu que le ciel de toit, comme tu as vu, il n'y en avait pas. Donc j'avais récupéré le ciel de toit chez l'ancien proprio, parce que de base il devait passer, mais au final c'est moi qui suis allé chercher, tu vois, ça prenait trop de temps. Donc du coup j'ai décapé l'ancienne colle, etc. Et en fait ça m'a permis de m'entraîner sur cette voiture là avant de le faire sur la M3. Bien évidemment le rendu est propre quand même sur le DTT, hein, j'ai pas fait un travail à l'arrache, mais au moins ça m'a permis d'avoir une première approche sur cette réparation là que j'avais jamais faite. Voilà, déjà je suis content par rapport à ça, et donc dans la suite des vidéos tu verras donc la restauration globale de la voiture au niveau des trains roulants, au niveau de l'intérieur, au niveau du châssis, de la suspension, enfin un peu de tout en fait. Concrètement je te dis honnêtement, autant le moteur ça m'a pas trop pris la tête, mais autant tout le reste j'ai eu des galères de tous les côtés. Dans tous les cas je vais pas te spoiler, je vais pas t'en dire plus, mais tu verras qu'il y a eu énormément de choses de faites sur un peu tout le reste, tout en sachant que c'est une quattro, donc forcément il y a un arbre de transmission, il y a un pont arrière, il y a l'Aldex, il y a du coup les 4 cardans, il y a des roulements de roues qui sont différents que sur une traction, enfin c'est... Voilà, donc je t'en dis pas plus, je vais vraiment pas te spoiler. En tout cas, je te dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je pense qu'il va se passer quelques semaines avant la prochaine vidéo, parce que pour la vidéo donc, du Jeep Cherokee, j'ai vraiment envie de faire une vidéo particulière, une vidéo avec des vraies images, des trucs un peu plus sympas que ce que je filme dans le garage. Et du coup, je vais mettre un peu plus les moyens pour te faire un montage vidéo de qualité. Donc c'est pour ça que j'aimerais me marquer le coup et en même temps réfléchir à un endroit où je pourrais filmer, un endroit un peu plus sympa que dans le garage bien évidemment. Donc voilà, mais en tout cas d'ici les prochaines semaines je te sortirai donc le montage final pour le Jeep Cherokee, en espérant qu'elle te plaira aussi. En attendant, porte-toi bien et on se dit à la prochaine pour la suite des événements.